Salut à tous. Bon, bah voilà, je n'aurais jamais imaginé me mettre à faire des tutos, mais face à la demande de mes amis proches, bah, on va faire un petit tuto dont le but sera de passer de cette image, qui est le stack de 2 h 30 à peu près de 300 secondes sur le cœur, à cette image finale, qui est un peu plus glorifiante. Alors, pour ce faire, il va falloir vous équiper déjà de la version d'essai de PixInsight, si vous ne l'avez pas déjà, et de quelques plugins qu'on va trouver. Donc, j'utilise la suite RC Astro, BlurX, StarX, NoiseX, et pour ajouter tous ces modules à PixInsight, il faut ajouter ces lignes que vous trouverez sur le site RC Astro. Donc, il faut ajouter ces lignes dans les modules de PixInsight. Il faudra aussi ajouter, je vais mettre les liens de tout ça, le module général Hyperbolic Stretch qu'on trouve à cette page et dont la ligne, cette fois-ci, c'est celle-ci qu'il faudra ajouter. Et j'utilise aussi des pixel maths de Bill qui sont très intéressants. Alors il a un drive sur lequel on peut absolument télécharger tous ces pixel maths parce qu'il est plutôt sympa. Moi je vais aussi ajouter mes process icônes dans lesquels ils sont déjà, donc vous n'êtes pas forcé d'aller les télécharger chez lui si vous mettez mes process icônes, mais ça reste sa création. Voilà, donc on va tout de suite attaquer dans le vif du sujet. Alors, là, ça vient de finir de faire le stack de tout. Alors, pour petit rappel, script, batch processing, waited. Et là-dedans, donc, à la base, on reset. Moi, je fais clear all file, comme ça, je garde mes presets. On va pas le faire. Et on additionne, on ajoute nos light, nos flat, nos dark, nos bias par là. Donc, si je fais ça, ça ouvre le dossier, je vais le chercher là où il est, et j'ajoute tout, et ça les ajoute dans ces 4 listes. Donc, moi, je mets pas de bias parce que je mets des dark flat qui sont ici. Je mets mes dark qui correspondent à mes light qui sont là. Et mes petits flats pour le L-Pro. Quand on a bien vérifié tout ça, on peut aller dans calibration, cliquer sur chacun d'entre eux et ça montre qu'ils sont bien en concordance les uns avec les autres. Voilà. Tout ça, on touche à rien. Ça sert à rien. Dans les lights, on peut éventuellement en exclure avec la tolérance de différence d'expo. Ça peut servir, ça m'a jamais servi. Par contre, ici, post-calibration, truc important, pour moi, je dois faire du drizzle, donc je le mets ici. Pour sécu, j'appuie sur Apply to All Group, mais ça sert pas à grand chose, je crois. Et aussi, la tolérance ici, ça permet de mettre ensemble des expos différentes. Par exemple, si j'ai du 60, du 180 et du 300 sur Andromède, pour que tout soit traité ensemble, là c'est pas le cas, et ben il faut mettre la tolérance la plus longue des expos. Et quand c'est bien paramétré, toutes les lights apparaîtront sur la même ligne ici, plutôt que former 3 lignes de stack différentes. Dans Pipeline, moi j'enlève Local Normalization parce que ça m'a apporté plutôt que des soucis et le DBE, l'extraction du gradient, marche très bien, ça a rapport avec ça, moi ça me convient pas, donc je le mets pas. À l'issue de tout ça, il faut choisir son dossier dans lequel on va stacker tout ça, dans lequel on va tout mettre. Alors moi je fais un dossier Pix par filtre, Pix, comme ça c'est mon LPT, Pixel Pro, bah c'est le pas oublier de faire ça, autrement ça va être le bordel pour tout retrouver. Une fois qu'on a vérifié tout ça, un petit run, il va demander confirmation, parce que là il me dit eh mec, tu n'as pas de bias, mais nous on est d'accord avec ça, donc on fait continue. Là je l'ai déjà fait, donc cancel, et ciao. De là, on se retrouve dans Pix. Alors, première chose à faire, ressources, update, manage, et là-dedans, c'est là qu'on ajoute tous nos petits plugins qu'on a trouvés sur les sites extérieurs. Donc là, j'ai les updates standards de Pix, et là, j'ai la suite des RC Astro. Celui-là, il ne me sert plus à rien, et il m'embête souvent, donc ciao. Et voilà, ça c'est intéressant à avoir. Copier l'adresse, c'est le BILS, Pixelmat, de normalisation
en dual band, et c'est de la balle, il faut absolument l'ajouter. Voilà, de là, une fois que vous avez tout rempli, vous faites un petit reload, ok, il va vouloir faire un update, vous le laissez faire, et voilà. Ensuite, Open, et là on va dans Herb Nebula, que j'ai fait hier soir, il n'y a pas grand chose, mais j'avais quand même envie de le faire. Alors, tous ces dossiers-là, c'est un avantage dans Pix, vous pouvez faire le management de vos dossiers même quand vous êtes dans Pix. Il va pas râler. Donc tout ça, ça sert à rien, ça pèse un poids monumental, donc ciao. Dans vos masters se trouve votre stack. Alors, c'est lui, c'est aussi lui avec un autocrop, c'est lui avec un drizzle x2 que j'utilise, et c'est lui avec l'autocrop. Alors moi l'autocrop, je m'en sers pas, parce que j'aime bien savoir ce que je crop déjà. Et puis vu que je fais sur différents filtres, je préfère partir de la base, appliquer le même crop, après l'alignement et tout ça, ça en gros ça ne vous servira pas. Vous pouvez avoir un fichier en plus LN que j'ai pas, parce que je mets pas la local normalization, et donc c'est pas lui dont il faut se servir en stack, c'est bien Masterlight, un de ceux-là. Donc moi j'utilise le Drizzle x2. Ça me montre le mapping du Drizzle. Voilà, on voit déjà que tout ça on va pouvoir l'éliminer. Hop. Et on va ouvrir tant qu'à faire aussi le stack du L Pro. Même principe, ciao, ciao, ciao. Hop. Et le stack du L Pro, pareil, je prends le Drizzle x2, qui va sûrement avoir le même souci. Et ben non. On s'en fout. Alors, autre chose. Dans Process, là vous avez tous les process qui sont chargés. En bas, on a Process Icon, on a l'autre Process Icon, et moi j'ai le mien, que j'ai fait à force d'accumuler des trucs à droite à gauche, que je charge systématiquement. Alors les Process Icons, c'est des raccourcis vers les process, en effet, mais c'est des raccourcis dans lesquels vous avez enregistré déjà vos paramètres. Par exemple, le DBE chez moi, il va s'ouvrir direct avec la tolérance que j'ai voulu, le smoothing, la soustraction, parce qu'autrement, il démarre à 0 à chaque fois. Pour créer un process icon, c'est super simple, genre là, je décide que finalement je veux 1, hop, je prends le petit triangle là, qui sert à appliquer les process sur telle ou telle photo, ça fait sur la fenêtre active, et ça remet à 0. Bon, bref, je veux un DBE avec ces caractéristiques-là, je le prends depuis le triangle, je le jette sur le bureau, je lui mets tout de suite son petit nom, DBE, hop, et voilà, et j'ai un process icône. De là, je peux cliquer droit dessus et le sauver. Alors si je l'ajoute à ce que j'ai déjà fait, je sélectionne tout et je l'inclus dans ma sauvegarde. Voilà, donc maintenant les process icônes, vous pouvez récupérer ma liste, je vous l'envoie si vous voulez. Alors, voilà, donc moi j'ai un peu mon petit process habituel, qui est à peu près dans l'ordre là en fait. Déjà je fais un petit screen transfert. On enlève le cadenas, parce qu'autrement quand on va faire cette petite montée d'histogramme, ça va lier tous les canaux et du coup ça va faire un truc dégueulasse. Genre. Là c'est un peu long parce que je suis en drizzle, il y a 24 000 pixels. Donc voilà, ça fait ça si vous délinkez pas les différents canaux, alors que si vous les délinkez, ça équilibre un peu les choses. Voilà, donc là on a je ne sais plus combien de temps, j'avoue, de capture hier soir, mais 2h30, il me semble, sur le Alpeté et 30 minutes seulement sur le L Pro. Voilà. Alors, première chose à faire avant de faire quoi que ce soit, vu que je travaille sur 2 photos et que je veux être sûr que tout va bien, je fais un petit star align. Je prends mon image de référence, je la jette en haut, dans référence image. Je laisse tout tel quel, il n'y a rien à toucher là-dessus, et avec le petit triangle qui sert à appliquer sur telle ou telle
image, je jette ça sur mon autre image. Voilà, Star Aligne, j'ai beau lui dire d'écraser à chaque fois la cible, bah, il manquerait toujours une nouvelle. C'est sympa, mais ça sert pas à grand chose. Il y a un truc qu'on peut faire dans Script, dans Image Analysis, on peut faire le solving. Mais moi, il est fait pendant le process, donc j'ai pas besoin de le refaire. Sauf si je crop et que ça lui fait perdre tout son solving. Donc jusqu'à présent, je cropais, je refaisais dans l'autre sens, mais c'est totalement illogique. En fait, vu qu'il est déjà dedans. Et là, du coup, je vais tout de suite faire ma calibration de couleur avec SpectroCalibre. Pour utiliser SpectroCalibre, c'est un petit peu le bordel, mais je vais vous l'indiquer tout de suite. Il faut aller sur le site de Pings Insight, il faut télécharger tout ce qui va être dans Gaia. Gaia, on le trouve dans All Process, sous le G, évidemment, Gaia. Et dans Gaia, lui, il est vide à l'origine, il n'y a rien du tout dedans. Mais ça, non pas ça, préférence. Là, moi, j'y ai ajouté tous ces dossiers. Alors, j'ai pris sur le site, j'essaierai de vous mettre un lien. Moi, j'ai pris la grande suite qui fait un peu 60 gigas de map du ciel, mais il y a la petite qui se limite, je crois, à 8 gigas, un truc comme ça. Peu importe celle que vous prendrez, je pense que les deux fonctionnent, en fait. Je vais vous prendre le gros, mais je suis pas sûr que ça serve à grand chose. Une fois que vous avez téléchargé, vous les pointez par ici, pour que Gaia sache qu'ils sont là. Vous faites un OK, vous pointez avec Select, aussi, la vie, là. Et à partir de là, Gaia fonctionnera. Une fois que Gaia fonctionne, et bien dans SpectroCalibre, on retrouve ici le catalogue Gaia. Sans quoi SpectroCalibre ne marchera tout simplement absolument pas. Parce qu'il n'a pas de référence. Donc dans SpectroCalibre, la référence de blanc, d'après ce que j'ai lu, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est un certain bloc qui l'a dit. Il faut se mettre sur photo flux. Photon flux, c'est très bien. La curve, on laisse là idéal. Alors là, moi j'ai deux choses différentes. J'ai un dual band ici et j'ai un full spectre ici. Donc là, je vais m'occuper déjà du dual band. Le dual band, on oublie tout ça. On fait narrow band. Et là, on indique la largeur de la bande du filtre. Moi, j'ai 5 nanos, donc je mets 5 nanos. Tout simplement, hop, hop. Et il n'y a rien de plus à faire. Juste vérifier que Gaia est bien à sa place. On peut faire région, on peut faire la background normalization. On va le faire du coup, comme ça, vous voyez. On trouve un endroit qui ressemble à du noir. Pour bouger sur une photo dans Pix, alors vous avez forcément le zoom avec la molette, mais pour bouger dans la photo, on maintient barre d'espace et ça permet d'aller où on veut, genre là. On peut aussi mettre la flèche là où on veut et zoomer, et ça va essayer d'aller zoomer par là. Ce petit icône en haut ici, c'est pour faire un preview. Donc choisir une zone dans la photo qui nous servira de preview. Donc là, on va choisir ça, c'est pas pire. Voilà, preview 1, il apparaît ici. Ça, c'est mon preview. Et ce preview, eh bien, région d'intérêt from preview. On choisit, on dit oui, tout va bien. Et du coup, pour faire son background, il va choisir ça comme référence. De là, vous pouvez choisir si vous voulez faire les graphiques, les plaquis, les blabla, etc., etc. On va le laisser, comme ça on peut vous montrer. Alors ça, c'est un apply pour une photo, ça c'est un apply contextuel. Donc contextuel, là j'ai ça choisi, si j'appuie dessus, ça va agir sur cette photo. Donc là, vous remarquez que ça devient tout d'un coup assez chelou. Pourquoi? Parce que on a utilisé Screen Transfer et que c'est reparti sur les bases qu'il avait utilisées quand notre équilibre des couleurs n'était pas encore fait. Donc là, je suis en bleu, je choisis donc cette image, je reprends Screen Transfer, je reset, ça dans toutes les fenêtres de process, c'est le reset. Et là, tout revient à la normale. Et là, on peut faire la SpectroCalibre pour le APT. Et là, ça change tout parce qu'on n'est plus en narrowband. Alors, dans les filtres, vous pouvez choisir une multitude qui pourrait correspondre à ce que vous avez éventuellement. Ça ne correspond absolument à rien. Sauf que mon filtre est un octolong et que le choix des filtres octolong, là, dans l'ensemble, en fait, pour une caméra couleur, ça marche très bien. Donc, cliquez sur Red Filter,
directement haut, ça vous amène tout de suite au filtre, c'est vachement plus rapide qu'aller le chercher dans toute la liste. Donc RGB en optolong, donc je refais pareil, évidemment je lui remets une région d'intérêt qui correspond à cette image. On va retrouver à peu près dans le même coin. Ça suffira. Hop, je lui dis preview qui vient cette fois-ci du L Pro. OK. Hop. Donc à partir de là, j'ai mes deux photos. Ça j'en ai plus besoin. Hop, hop, qui sont calibrées uniquement. Tout ça pour ça. De là, je vais faire mon petit crop qui va être vachement serré, c'est bizarre. On a vu que là, ça déconnait un peu, on va en enlever un peu. Comme le veut la tradition, on enlève un peu sur les bords. Hop. Et hop, moi je crois que ça me suffit comme ça, je suis content avec ça. Alors là, petite nuance, je vais vouloir appliquer ce crop sur cette image, mais aussi sur cette image, et si j'avais d'autres images, je voudrais l'appliquer sur toutes les images qui ont été Starline avant. Si j'appuie là-dessus, bah, ça va cropper ça, puis ça va fermer la fenêtre, et puis bah, après, bah, j'aurai pas d'indication pour cropper ici. C'est là que ce petit process icône devient super intéressant. Je glisse sur le bureau, je le renomme parce qu'il ne faut pas déconner, crop, c'est mieux, et de là, bah, je peux le valider. Il me dit qu'il va virer les solutions astrométriques, ce qui fait que j'aurais pas pu faire mon spectrocalibre sans repasser par script, image analysis, etc., etc. C'est croppé. Ciao. De là, je peux fermer ça. Je prends mon process icône et je le jette tout simplement sur l'autre image. C'est l'heure de faire un petit DBE. J'ai à l'écran ma fenêtre du DBE, ma fenêtre active. Ici, je choisis la tolérance qui se retrouve ici. Ça va être le bruit, etc. Si on passe à 1, hop, on va avoir beaucoup plus de bruit. J'ai mon échantillon qui est à l'écran, qui est en vert ici, parce que j'ai choisi qu'il soit en vert ici. J'ai le poids, le smoothing factor qui à 750 marche bien pour moi, donc dans l'ensemble je le bouge assez rarement. La taille des samples qui sont ici à l'écran, si je mettais par exemple 50, je refais générer, les samples sont plus gros. Ils sont d'ailleurs pas trop mal comme ça. On va faire 40. Hop. Voilà. Donc je choisis les couleurs de mes différents samples dans les différents onglets ici. La correction qui est ici, faut oublier de mettre soustraction parce qu'à l'origine il est sur none, il ne se passera absolument rien. Donc selon ce que vous voulez faire, soustraction ou division. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à voir ici. Alors le gros avantage avec Pix, c'est que nos samples là, plutôt que de devoir s'amuser à cliquer sur chaque sample, etc., bon ça va dépendre évidemment de l'image, mais en gros, vous pouvez aller de sample en sample. Alors des fois, il y va en décalé. On ne sait pas trop pourquoi. Vous recliquez sur le premier et il va faire des lignes de haut en bas. Voilà, là, il fait de haut en bas. Et vous pouvez voir directement si vous avez des étoiles Longchamp dans le sample ou pas. Ça permet d'aller vite sur certaines photos. Ça dépend de votre manière de faire, mais je trouve ça plutôt pratique. Donc tolérance, on va monter un peu parce que là, c'est un peu la guerre. Hop, appuyez pas sur entrée, autrement ça va lancer le process. Faites un tab, ce que vous voulez. Bref. Là, moi je grossis, espace pour choper l'image, et on se décale. Et là, bah voilà la partie de réjouissance qui commence. Vous bougez vos samples un par un pour qu'ils ne soient pas dans les étoiles. Alors soit vous y allez directement sur les samples en les prenant, en les sélectionnant, en décalant, là, ce pendant une bonne demi-heure. Voilà, donc là c'est fait, j'ai enlevé tout ce qui gênait sur la nébuleuse, j'ai replacé à peu près mes points, et ce qu'on va faire, on va survoler tout ça grâce à ce petit onglet et vérifier qu'il n'y a rien qui traîne, parce qu'on n'est pas à l'abri d'oublier un sample comme celui
celui-ci qui n'est pas génial. Voilà. Et donc je resurvole un peu tout ce que j'ai vu. Bon, allez, on dit que c'est bien. Alors, chose que je fais aussi, à chaque fois, parce qu'il y a un gros avantage avec Wix, c'est qu'on peut faire plein d'occurrences sur la même source. Donc là, j'ai ça qui me satisfait. Process icon, DBE 1, et je teste. Je teste ici. Donc là, ça va générer deux images. Une où il y aura eu le retrait de gradient et une où on verra justement ce fameux retrait de gradient. Pour le voir, background, screen transfer, on enlève le petit. On vérifie qu'on est bien sur la bonne image. Et voilà mon beau gradient. Magnifique. Bon, j'en ai pas vraiment besoin de cette image. Donc maintenant, je vais sur celle-ci et je vois le résultat. Avant, après. Après. Avant le retrait de gradient. Après le retrait de gradient. Bon, ça a mis un peu de contraste. C'est pas formidable, mais ça ira. Donc souvent, moi, je garde ma petite photo, ma petite image d'origine. J'aime bien. Je suis un peu névrosé de il faudra revenir en arrière. Donc celle-là, c'est celle d'origine. AlpDBE, elle a déjà mis son petit nom pour dire je suis la nouvelle. Je reprends mon fichier LPRO, vu que j'ai deux filtres. Je l'ouvre. Hop. J'ouvre DBE. J'ai déjà testé en glissant directement. Étrangement, avec le DBE, ça marche pas forcément. Et là, bon, il y a beaucoup plus d'étoiles vu que c'est un LPRO. Alors, il faut refaire le tour. Parce que là, j'applique bêtement le même DBE que de l'autre côté, mais forcément, il y aura un peu plus d'étoiles visibles. On va quand même essayer. Alors là, il ne faut pas se mettre dans l'ordre, comme d'habitude. Ouais, tu vois, c'est pas fou. Donc il faut s'amuser à le refaire. Je fais une petite pause, j'arrive. Voilà, c'est fait. Il y avait pas mal de samples à bouger, évidemment, parce qu'il y a beaucoup plus d'étoiles qui passent dans le LPRO que dans le AlpT. Là, tous mes points sont bons, c'est vérifié, je vous épargne ça. Hop, DBE. On vérifie que c'est pas trop moche. Ça a fait son effet. Tout va bien. Et à partir de là, moi en fait le LPRO me sert qu'à récupérer des étoiles propres. Donc le LPRO DBE, il va changer de nom, il va s'appeler Stars. Et on va pouvoir enfin attaquer la partie un peu plus gratifiante de tout ça. Donc j'utilise la suite RC Astro à partir de là. BlurX en premier, puis StarX, puis NoiseX. Dans cet ordre-là, et ça semble avoir son importance quand même. Donc BlurX, eh bien pour la première passe, je laisse tout d'origine. À moins que je l'ai sur un amas par exemple, où il n'y aura pas de non-stellar, je vais dire le non-stellar. Mais à part ça, moi là je reste d'office. Donc hop, je le balance sur l'AlpT, puis après on fera le LPRO. Et là ça met un petit moment, donc à tout de suite. Voilà, c'est fait pour BlurX. On peut voir que ça fait quand même son petit effet. Là, si je fais un... Là, il est enlevé. Là, il est remis. Voilà. Là-dessus, vu que moi, je ne veux que les nébuleuses sur le LPT, je vais utiliser Star Exterminator. J'ai pas besoin de l'image des étoiles. On fait ça. Ça enlève un peu de process. Et je fais mon retrait d'étoiles. Voilà, fin du process. J'ai mon Star Exterminator qui a été fait sur le AlpT.
je lui fais, dernière étape de RC, le noise. Pareil, je garde pour la première itération, je garde absolument tout d'origine. On verra plus tard que sur la fin du traitement, souvent je me sers de Noise Exterminator et je change par contre là les paramètres. Et voilà, donc là on a notre Alpeté qui est déjà nettement plus propre que tout à l'heure. Je fais la même chose sur le L Pro, je vais mettre en pause en attendant, à l'exception de StarX où je remettrai Generate Star Image, parce que là je vais utiliser uniquement les étoiles justement. A tout de suite. Voilà, j'ai mes deux fichiers, donc le Alpeté Starless et Denoisé, Blur, et voilà. Et les étoiles, pareil, j'ai fait donc un BlurX et un StarX. J'ai pas fait le noise parce que sur les étoiles ça sert pas à grand chose. Là j'ai remis le Screen Transfer Function qui est l'étirement temporaire à 0, donc on ne voit rien. Si j'essaye de le mettre, il va délirer complètement, voilà. Et il sature tout, à savoir qu'en fait, tout va bien. Donc ça, on va le laisser de côté pour l'instant. Hop, les étoiles, par là. Et on va enfin passer à la partie intéressante. Donc là, cet étirement temporaire, on n'en a plus besoin. Donc on va le remettre à 0 pour pas qu'il aille nous perturber dans la suite. Ciao, c'est à 0. Je peux agrandir mon image parce qu'on va commencer à bosser réellement dessus. Et là, déjà, il va falloir... alors, il y a un petit SNRC pour enlever le bruit vert. Ça, c'est celui d'origine. Ça, c'est celui de Bills qu'on peut trouver sur sa page. Il a un Google Drive où il fournit tout ça. Et autrement, bah, il est directement dans les process icônes que je vais vous fournir. Donc, à l'aveugle, je sais très bien que je peux lui mettre un petit SNRC. Ça fera pas de mal. Voilà, et là on entre dans le Generalized Hyperbolic Stretch que vous trouvez à l'origine. Une fois que vous avez ajouté sa ressource, donc je répète un petit coup, ressource, update, manage, et le GSL il est là en fait, c'est ça, c'est GH Astro, vous copiez cette adresse sur leur site, vous allez vous taper Generalized Hyperbolic Stretch, vous allez tomber sur leur site, vous prenez cette petite adresse, vous la copiez et vous l'additionnez ici et ça fera une mise à jour qui vous permettra d'avoir ce process qu'on retrouve du coup au G ici. Pareil, il est dans mes process icônes, je lance, j'arrive sur cette fenêtre. Donc là j'ai mon image qui est linéaire, là j'ai ce qui va me permettre de tout changer. Alors pareil, j'ai ma petite logique là-dedans, et je pense que c'est la bonne logique à suivre après avoir lu pas mal de choses et regardé pas mal de tutos. Donc première chose, vous arrivez là-dessus, un petit zoom, qui la plupart du temps se fait automatiquement sur la courbe. Des fois, il faut s'amuser un peu à la chercher, ça dépend. Alors jusqu'à présent, en fait, ce stretch va fonctionner avec un point de symétrie, qui est assez important. Point de symétrie qu'on va mettre soit à gauche, soit à droite du pic de notre courbe, parce que c'est ça qu'on va vouloir étirer en premier. J'avais jusqu'à présent tendance à toujours le mettre à droite ici, parce que j'avais vu un tuto où on expliquait que c'était là, bête et méchant, j'ai suivi. Et bien il s'avère qu'en fait, il va être soit à droite, soit à gauche, selon ce qu'on a à étirer. Alors sur les nébuleuses, elle est à gauche, sur une nébuleuse qui prend un peu tout l'espace de l'image, elle est à gauche, c'est mieux. Si elle est paumée parmi les étoiles, ou si vous faites une galaxie, ça vaut le coup d'aller faire un petit test à droite. Donc là, on a une nébuleuse qui prend pratiquement toute la place. Je mets mon point juste à gauche de la courbe. Et si on grossit, on voit qu'on est juste à gauche. Bon, c'est pas au millimètre près, hein. On peut l'ajuster de toute façon après. Une fois que j'ai mis mon point sur cette courbe, ne pas oublier de faire Send to SP, parce que là, on a notre point de symétrie qu'on veut là, mais pour l'instant, il est toujours à 0 ici. Donc, Send to SP, et hop, il est apparu en bas, magique.
À partir de là, j'ai plus besoin d'être aussi zoomé, voire c'est plutôt l'inverse. Donc je remets le zoom à 0 avec cet onglet ici, et j'ouvre mon preview. Preview, c'est le petit bouton rond en bas de la fenêtre. Pour l'instant, il ne se passe rien. Évidemment, je n'ai rien étiré. Et dans l'idée, là, on a toute notre plage d'histogramme, et on va aller essayer de situer notre fond de ciel et notre image entre, merci, entre cette petite zone, en dessous des 25%, c'est sûr. Et moi, j'ai tendance à aller de là aux 3/4 de cette première zone. Et donc, on commence à stretcher. Hop là. Tout de suite, voilà. Alors, on voit que c'est de l'alpeté, donc il y a beaucoup de rouge. Alors là, il va y avoir plein d'approches différentes. On peut s'amuser à aller réduire le rouge directement ici, en choisissant d'agir que sur le canal rouge. Des fois, je le rééquilibre, des fois non. Là, je vais m'abstenir, parce qu'autrement, on va y mettre beaucoup trop de temps. Donc là, ma référence, moi, c'est un peu mon fond de ciel. C'est pas tant la manière dont sort la nébuleuse, et c'est un peu mon fond de ciel. À savoir qu'on va jouer en 2 à 3 passes de GHS, et que là, pour l'instant, notre étirement, il est linéaire, parce que ça, local intensity, on l'a pas bougé. Et sur la première passe, cette valeur-là, elle va être, alors au début j'étais à 10, puis à 8, et puis finalement, selon les images, je suis entre 6 et 8. Donc vous voyez que ça va tout de suite changer la manière dont l'étirement se fait. Et en fait, maintenant, j'ai plutôt tendance à chercher le moment où la balance entre le fond de ciel et la nébuleuse change drastiquement. On voit que ça étire plus le haut, mais donc là, je pense que je vais le mettre par ici. Ça me paraît pas mal. On peut ajuster un peu ça, regarder ce que ça donne. J'aime pas aller trop haut. Déjà, mes images, elles seront jamais étirées jusqu'à 25%. Je reste toujours en dessous parce qu'après, on a plein de manières d'agir pour refaire ressortir le signal. Donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. En bas, on a une petite tirette qui permet d'ajuster l'un des facteurs qu'on choisit ici, plus précisément que directement sur la tirette. Donc là, je peux regarder si, en bougeant un peu mon point, je cherche à le retenir quand même. Là, je suis à 0,01020. Je regarde ce que ça fait en bougeant à peine. Des fois, on ne sait jamais. Et je pense que je vais rester à peu près là où j'étais. Plus haut. Voilà. Donc ça, ce serait ma première passe. Donc, j'exécute. Là, forcément, vu que ça reprend les premières valeurs, c'est éclaté. On remet reset 0. Et à partir de là, il y a plein de méthodes différentes. Déjà, log ici en haut, ça permet de mieux voir la courbe. On la laisse en normal pour la première passe. À partir de là, on peut se mettre en logarithmique, on voit vachement mieux. Et on voit toujours cette dominance du rouge qui est assez folle. Mais on va le laisser comme ça, on va pas se compliquer la vie. Avec le pointeur, on va aller chercher sur le preview les zones qu'on voudra étirer et qui nous semblent particulièrement faibles. On peut faire un zoom sur le preview en utilisant ce petit onglet ici. Hop, un petit clic et on choisit sa zone. Hop. Pour revenir à 0, c'est celui du bas. Voilà. Donc là, j'ai ma zone qui m'intéresse. Et là, je vois que ces nébulosités-là sont plutôt faibles. Le noir aussi, j'aimerais bien l'étirer. Et voilà. Donc je vais choisir. Si je clique, on voit tout de suite qu'on se met en repère sur notre fenêtre. On sait où on agit sur la courbe. Donc là, les plus clairs, forcément, vont être plus haut. Les plus sombres vont redescendre. Ces cassures là, c'est pas forcément génial. Donc si, par miracle, quand je vais chercher ma zone qui m'intéresse, comme par hasard je tombe là-dessus, ça peut être un facteur assez intéressant. Bon là, je vous avoue, je sais pas vraiment ce que je vais tirer. Genre ces petites faiblesses là, ce serait pas mal. Et ça là, je vois pas vraiment.
l'endroit qui tombe sur cette cassure, si ce serait ça, ouais, donc c'est les zones les plus claires en fait. Donc là, ça veut dire qu'il y a de la marge ici, il y a de quoi remplir ici. Testons. Send to SP, ne pas oublier. Et là, on va être vachement plus doux sur l'unité. Le local, il va être entre 3 et 5 désormais, pas plus. Et on y va tout doucement. Je trouve ça vachement rouge, je sais pas vraiment ce que je veux. Mais cela dit, ça fait ressortir pas mal de choses. Et on va essayer de ne pas aller clipper ici, en aucun cas. Des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Avec le local, là, il y a quand même son intérêt à monter un peu. Je pense que je vais faire ça comme ça, pour l'instant. Hop, et j'aimerais bien maintenant récupérer un peu ce qui est au fond, là, qui reste faible. Donc, on se calme. Est-ce que je pense qu'il y a de quoi faire là-dedans? Genre ça, là. Ça, bah, ça se retrouve encore tout en haut de la courbe pour l'instant, et ça aussi. Donc on va faire un mini étirement par là. Send to SP. Je reprends ma vision totale. Et là, vraiment très faible, genre un peu beaucoup plus. Parce qu'on a déjà étiré pas mal. Et voilà, la magie opère. Alors je me réfère toujours un peu à mon fond de ciel aussi, qu'il soit pas trop éclaté. Et là, je pense qu'on est pas mal. Si on commençait à clipper là-haut, on utilise Highlight, oh, je sais plus parler, Highlight Protect. Et on descend et on voit que ça va forcément agir tout de suite sur la compression du haut. Donc là, moi, ça me convient, je crois. Il faut voir si on en a un peu plus. Ça commence à éclater un peu. Je vais rester là-dessus. Un petit tips final pour terminer avec l'étirement. On remet à 0. On se met en linéaire. Et là, on a le low clip qui va être la valeur de noir la plus forte, enfin la plus faible, avant de clipper. Petit tips, monsieur Adam Bleu, on enlève le dernier 0, on met 1, on tape entrée, et là en fait il est à son clip maximal. Si on descend en dessous de ça, on clip le noir. Et il va rester figé sur ce maximum. Et là on remonte notre courbe pour revenir à peu près où on était, là où ça nous convient. Et moi ça me convient. Hop là, fin de l'étirement. Début des étirements. Je peux fermer tout ça. Et là, j'ai mon image de départ. Et c'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer. Je fais une mini pause. Donc, de retour avec notre image de base qui a eu tous ces petits pré-traitements et que je viens de nous renommer justement base en cliquant 2 fois sur son petit nom. Et donc, à partir de là, on va pouvoir copier juste en prenant le petit onglet en sortant de la fenêtre. On ferme ça pour le garder au chaud pour des futurs autres traitements qu'on pourrait essayer. Et on va l'appeler HOO parce qu'on va utiliser le Pixelmatte Narrowband Normalization. Putain, bref, le Pixelmatte de Bill. Et donc, ça sert à faire un traitement dual band bien séparé et d'une manière super simple. Donc là, on choisit la palette. Nous, c'est HOO parce qu'on a une caméra couleur standard. Les autres filtres, les autres palettes, ça s'applique si on utilise des roues à filtre avec les filtres correspondants. Mais j'ai fait un essai avec HOS sur M16 et ça a fait un rendu plutôt intéressant. La luminance, on utilise comme souvent l'hydrogène parce que si on la laisse off, on perd énormément de contraste. Donc on va la mettre on sur HA. Le modèle, j'utilise toujours le 1. J'aime pas trop ce que fait le reste. Ça, c'est l'intensité de ce qu'on va appliquer. Et après, selon la palette qu'on choisit, on peut booster telle ou telle channel. Donc là, sur HOO, c'est assez limité. Et après, des petits ajustements pour tester.
preview. Donc là, si je monte, ça on prend un peu. Et on va aller par là. Ça me va. Tout ça, bah là, il n'y a rien qui me dérange trop. Donc, feu. Là, j'ai une base déjà plutôt intéressante en HOO. Alors, chose que je fais à chaque fois, en premier, avant tout, c'est d'extraire une couche de luminance de cette image. Pour ça, il y a deux raccourcis ici en haut. Le premier, c'est extraction luminance. Le deuxième, c'est extraction RVB. Donc, vous aurez les trois canaux séparés si vous faites ceci. C'est pas destructif, ça crée une nouvelle image. Donc là, on est bien sur notre image, luminance. Ça me crée ma petite couche de luminance que je vais dupliquer parce qu'il y en a une qui va me servir de masque et une qui pourrait me servir à la fin pour plus de détails sur l'image. Donc HOO, pardon, L, ce sera celle qu'on va garder et là on va en créer une autre qu'on va appeler luminance masque ou lumasque. Hop, celle-là on la garde au chaud. Voilà. Luminance. J'ai tendance à mettre tous mes... Ça, c'est le filtre alpeté. Et ça, c'est le velcro séparé. Et de ça, on va créer un masque. Alors, l'idée, c'est de pouvoir séparer bien la nébuleuse du fond. Pour pouvoir traiter un peu les deux séparément. Pour ça, je me mets bien sur mon image. Histogramme. Je revalide avec l'histogramme que je suis sur cette image. Donc, ceci, c'est là. Hop. Elle est chargée. Preview. Toujours le petit rond en bas. Et là, on veut un truc super contrasté. Du genre bourrin. Et on va éviter d'avoir les petites nuances dans le fond du ciel pour vraiment isoler. Ça nous permet de les virer. Genre ça, c'est bien. Moi du moins ça me va. Hop, on ferme. Voilà, et maintenant on a notre masse de luminance. Alors moi souvent je fais des tout petits carrés, mais je les garde visibles. Voilà, ceci avec la molette. Comme ça c'est joli, je sais ce que c'est. Et je le mets là. Pour appliquer un masque sur une image dans PixInsight, il suffit de prendre son nom, son petit onglet là, hop, et de le glisser pas sur le nom, mais en dessous. Hop, là il s'applique. Toutes les parties rouges sont protégées, les parties nuancées sont celles où ce qu'on fera sera appliqué. Nous, on veut déjà obscurcir un peu le fond, donc là le fond est protégé, ça marche pas. L'idée, alors je fais jamais les raccourcis, enfin moi je fais toujours les raccourcis par contre. Ah oui, c'est ça. Donc clic droit, masque, inverser masque, et on a le raccourci CTRL SHIFT I, ce que je vais faire de suite. Hop. Et là du coup on voit que c'est ma nébuleuse qui est protégée et que mon fond il va prendre ce qu'on lui donne. Hop. Et voilà. Et donc là on veut réduire le fond de ciel, on veut qu'il soit plus sombre et qu'il ait moins de saturation, de reste de ce qu'on va lui donner. Donc là, clic sur les zones, ça vous donne sur l'écran la zone où on va agir. Là, je suis en luminosité. Un peu ça, et un peu de saturation aussi. Deux courbes légères, souvent c'est un peu les mêmes. Hop, on applique. Et là, ce qui va apparaître, c'est le résultat cumulé à ça. Donc si on veut voir ce qu'on a fait, c'est plutôt ça. Ou, parce que je vais le refaire une fois, j'ai tendance à le faire deux fois. On est où? On est là, là. Et encore un peu moins de saturation. C'est léger, mais c'est efficace. Là, on voit dans le preview ce qu'on applique depuis Curve. Si on veut faire un preview avec essence, c'est le rond qui est ici en haut. Voilà. Donc moi ça me plaît, et il y a là. De là, ça je peux le laisser là éventuellement, je le reset, hop, je viens à mon preview, et
je vais commencer à travailler sur les couleurs. Donc là, j'enlève le masque. J'ai plusieurs solutions, soit clic droit, masque, remove mask, ou soit ici. Ou encore, il y a un raccourci, non, il y a un raccourci show mask qui est CTRL K. Ça montre où on enlève le masque, mais il est toujours actif, on le voit là, c'est marron. Si je veux enlever le masque, check. Voilà. Et là, on va faire deux autres masques de couleurs, cette fois-ci un bleu et un jaunâtre, on va dire. Pour ça, j'utilise aussi les pixel maps de Build. On peut le faire ici dans Script et Utilities. Ouais. Et Color Mask. Là, on pourrait faire masque rouge, masque vert, masque bleu, etc. Il suffit de... Alors, je crois que c'est destructif, donc je ne sais plus s'il est destructif ou pas. Vous tentez en faisant une copie de votre fichier et vous appliquez. Mais moi, je préfère utiliser en tout cas ceux de Build, où il faut juste faire ça, ça. Et t'attends. Voilà, t'attends. Donc notre masque bleu, qui porte bien son petit nom, Blue Mask, et là on va faire un truc. Quand on veut avoir le même cadrage dans une fenêtre qu'un autre cadrage, eh bien on prend le nom de la fenêtre qui a le cadrage voulu et on vient glisser sur le nom. Et là, hop là, on a le même cadrage. Filtre bleu. Filtre rouge, non, filtre jaune. Hop, donc là il est passé en yellow, on est d'accord. Et même combat. Voilà, c'est fait. Et donc là, on voit, en fait, on a nos deux masques. C'est super. Mais c'est un peu trop net. Et du coup, pareil, dans les pixel maps de 1000, il y a le mask blur. On peut choisir la puissance de la chose ici, mais franchement, mode standard, c'est très bien. Hop là, un petit peu de blur, et il nous faut la même chose sur le bleu. Et voilà. Et maintenant, tchac. Donc là, on voit pas le masque parce que j'avais fait CTRL K qui masque le masque. Hop, on a nos trois filtres. CTRL K. Et là, on voit que le fond est protégé et que les parties jaunâtres ou rougeâtres, souvent jaune-rouge, ça donne le même filtre, à peu de choses près. Mais ça peut servir pour faire un petit effet, d'ailleurs on va le faire, pour faire un petit effet SHO. La petite différence est utile. Donc là, bref, on est comme ça. Et on va booster un peu notre signal. Donc souvent, je commence quand même par petit pic en saturation. On regarde si on a JPL bien. Petit pic en saturation. Et le C, déjà, ça donne une idée d'où on va aller. Alors, sur la couche jaune, on va dire, il y a plusieurs approches. Moi, des fois, je reste sur ce truc-là, mais j'ai découvert il y a peu de temps qu'en faisant ça sur le vert, il faut obtenir une espèce de rouge profond, et j'aime beaucoup parce que ça sort direct l'effet SHO. Et donc souvent, il faut un petit pic bien prononcé là haut. Un peu trop de lumière, et je vois pas super bien ce que je fais. Vous voyez? Et souvent, je regarde quand même ce que ça fait de jouer sur ça, par exemple. Clic droit pour remettre à zéro. Ça me paraît pas totalement inintéressant de faire ça. Ça me paraît pas mal. Et peut-être un peu de luminance à tout ça, un peu de luminosité. Parce que c'est pas la luminance. Ça fait si on s'énerve. Ok. On va le faire en plusieurs fois, donc on peut y aller à peu près piano. Appliquer. Là, c'est too much. Normal, ça applique deux fois. C'est déjà... Moi, ça me plaît déjà un peu. On va refaire à peu près la même, mais en plus
contenu. Ok, allez, validons ça. Là, c'est pas forcément inintéressant de regarder entre RGBK et luminance qui fait quoi. Allez, on part là-dessus. This is done. Maintenant, on prend le filtre bleu. Pas besoin d'enlever le fil précédent parce que si vous le mettez, bah, ça va se mettre à sa place. Tout simplement. Un petit CTRL-K pour vérifier où on en est. Et là, on voit bien qu'on attaque ce qu'on veut attaquer et qu'on laisse le fond tranquille. Et là, on va attaquer les bleus. Donc on reset. On refait un preview. Et j'ai presque envie de dire que pas grand chose à ajouter. Alors, bah là j'avoue j'avance à tâtons parce que j'en sais trop rien. Je sais pas trop ce que je veux. Je sais pas trop quoi en faire. J'aime pas trop quand ça tire vers le violet, en tout cas. Là, ça ira vers le violet. Pas facile, hein. Pas facile, mais pas pire. Hop. Bah, je crois qu'on va partir là-dessus. Est-ce qu'on... Oui, luminosité, j'en ai mis pas mal. Qu'est-ce qui se passe si on se calme un peu là-dessus? On va cramer le blanc, là. Ça. Allez, partons là-dessus. Parce que autrement, je peux vous garder pendant 5-6 heures. On prend nos étoiles. Et là, on va pas agir tout à fait de la même manière. On va se remettre en normal. On zoome. Voilà, c'est des étoiles. On va faire Arcsinus. Preview. Et là, moi, j'aime bien monter. Je change rien aux paramètres du bas. Et je monte pas trop. Dans le tuto que j'avais vu, il parlait de 10 à 14. Genre ça à ça, quoi. Enfin, beaucoup trop. Moi, je monte jusqu'à ce que je commence à apercevoir des petits halos autour des plus grosses étoiles. Voilà, là, ce qu'on voit là, je le veux pas. Parce que j'aime bien avoir un fond assez faible en étoile, en fait. Et finalement, je me retrouve assez souvent entre 5, 8 et 6, 8, 7 grand max. Parce qu'on va faire 2 passes en plus. Donc là, ça c'est trop. Là, en haut, on voit que, voilà, si c'est simple comme d'hab, que j'éclate pas les étoiles. Je valide. Je remets à 0 et je me remets, vu que je me suis remis à 0, ça se remet tout seul sur hyperbolique. Un petit coup de zoom et là en fait la courbe, je vais aller à peu près au milieu de la courbe. Quand j'entends le milieu, c'est de la fin au début. Allez, je tire un petit peu vers la courbe. Send to SP. Et là, un tout doux. Bon après c'est une question de goût. Faites bien comme vous voulez à cette étape-là, mais moi j'aime pas avoir des halos qui sortent trop là et qui seront pas gérables par la suite. Ça suffit pour l'étirement des étoiles. Après, on fait un petit curve. On y met un petit peu de peps. Et surtout, on y met de la couleur. Une fois. Ça, c'est trop. Ça commence. Ça revient même, ça nous refera des halos. Tu vas bien marcher.
une fois. Je la joue un peu rapide. On voit là qu'il y a des étoiles rouges, magenta, qui sortent de partout. Et donc, on va attendre 2 secondes pour la suite. Il y a un petit truc dans Script, Utilities, Correct, Magenta, Stars, Easy, sorry. Hop là. Et ça va nous supprimer tout ce magenta sur les étoiles. Hop là. C'est déjà mieux. On peut refaire un petit coup de saturation et de couleur, enfin de setcha. Voilà, on va pas se compliquer beaucoup plus la vie, parce qu'autrement, encore une fois, ça va durer trop longtemps. Je vais partir là-dessus, puis je verrai bien à la fin de toute façon ce que ça raconte. Donc j'ai mes étoiles, j'ai mon HHO, HOO décidément. Et le truc c'est que je veux mettre mes étoiles sur l'autre, qui me paraît un petit peu clair, très honnêtement. On va faire luminance masque. On va regarder comment on est. Non. On veut l'inverse, donc CTRL SHIFT I. Et on va assombrir un peu tout ça. Non, c'est pas toi. Histoire de remettre un peu de peps au milieu. Et le fond, il est un peu rouge aussi. Une fois. Ça suffit. Ça affecte évidemment un petit peu le reste quand même, mais c'est assez mineur. Et on peut aussi, on réinverse le masque. On revient là. Donc là, j'ai uniquement la nébuleuse qui n'est pas protégée. Et si je veux, elle passe à cause. Et donc là, on veut mettre nos étoiles sur notre image. Pour ce faire, ça tombe bien, il y a un petit script. On va enlever le filtre. Voilà, je bois. Il y a un petit script, je sais plus où je l'ai trouvé très honnêtement, mais c'est toujours cette formule qui vient. Donc là, c'est le nom de l'étoile que j'avais utilisée, enfin de l'image que j'avais utilisée à l'origine. Nous, on veut HHO, on ne veut pas Forax. Donc on va dans Expression Editor. Là, on a toutes les images qui sont utilisées dans notre session. On va virer Forax, qui n'a rien à faire là. On va mettre HOO à la place en cliquant 2 fois dessus. Et là, vu que ça s'appelle toujours Stars chez moi, j'ai juste à enlever ça. Donc là, j'ai la bonne. Et vu que je vais m'en resservir, je fais un petit process. Je vais Starback. Hop. Donc si je fais... oui, il y a un truc à vérifier, pardon. C'est que vous soyez bien sur Replace, pas Create. Et donc là, je balance la formule sur mon image sur laquelle je vais appliquer les étoiles. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des étoiles partout. C'est déjà pas mal, mais c'est pas ce qu'on veut. Donc, on enlève. Donc nous, on veut des étoiles, certes, mais on en veut moins sur toute la partie de la nébuleuse. Donc pour ça, moi j'utilise dans Process, All Process, ACDNR qu'on retrouve ici. ACDNR, en fait, ça va nous servir à faire un masque parce qu'on va l'utiliser avec ça, là, Lightness Mask, qu'on coche en preview. Et là, on fait un preview. Alors ça, c'est destructif. C'est-à-dire que quand on va l'appliquer à l'image, ça va le faire sur l'image. Donc, on duplique. On marque Star Mask parce que c'est... Enfin, bref, c'est comme ça que moi je le nomme. Histoire de ne pas se perdre. On fait attention que ce soit bien celle-ci qui soit sélectionnée. Et là, avec les highlights et les midtones, on cherche à assombrir uniquement ce qui nous intéresse. Bon, là dans le cœur, ce qui est un peu dommage, c'est que
si je ne m'abuse, il y a des étoiles au centre qui nous intéressent quand même pas mal. Tout ça là. Et que là, forcément, ça les enlève directement. Alors on pourrait faire un range mask. Alors, on va déjà faire ça, comme ça vous donne l'exemple. On va faire ça. Ça va calmer, ça sera bon au centre. Droite lumière. Voilà. Shadows, ça va permettre d'isoler vraiment en refaisant bien blanc de l'autre côté, histoire de pas ternir toutes les autres étoiles en fait. Faisons ça comme ça. J'espère que tu m'as fait sur la bonne cette fois-ci. J'ai mon filtre Star Mask que je viens coller sur mon image. On voit que c'est bien ça qui est protégé. On enlève le masque. Et voilà. On a mon étoile sur la nébuleuse. Ça fait un petit effet un peu 3D. Mais moi je trouve ça dommage de ne pas avoir ces petites étoiles là au centre. Donc je vais retourner en arrière. Je vais reprendre. Je vais reprendre lui directement. Tu vois. Et je vais utiliser un process qui s'appelle Stamp, Color Stamp, Clone Stamp. Et là, alors, il est un peu tordu lui. Il faut cliquer dessus. Cliquer là où on va agir. Ça marche pas. Parce qu'il faut appuyer sur CTRL, choisir la zone, se décaler. Et là, on voit ce qu'on va faire. Donc là, le radius, il est beaucoup trop petit. On va le mettre à 80. Bon, à 80, on va dire que ça sera acceptable. Là, je peux agir sur son contour et sur son opacité. Je ne veux pas y aller trop fort là, donc je choisis un truc un peu faible. Et je vais grossir. Et je vais prendre la zone, donc contrôle, qui est pas trop loin, et je vais juste éclaircir un peu tout ça, là, sur que les étoiles sortent, c'est un peu violent là. Donc on va faire moins fort. Je vais dire les pianos, quoi. Voilà, ça revient un peu trop. Et c'est plus en dessous en fait. C'est plus en dessous. C'est plutôt. Bon, vous l'aurez compris, l'idée est là, en le faisant plus finement. Hop là, ça je le vire, je l'applique, il est déjà appliqué et il va prendre le... Bon, par acquis de conscience, on va l'enlever et le remettre, mais en soi, il prend l'évolution de la chose. Ça, hop, et mon pixel mat, il est parti ici, et on réapplique. Et là, on n'est pas trop mal. On va s'arrêter ici. On enlève le masque, et on en est là. Donc, on va rajouter encore un peu de trucs. Souvent, j'aime bien refaire un petit blur X ici, mais léger. Là, c'est un peu plus long parce qu'il faut se mettre en aperçu. Et il faut qu'il traite un peu en temps réel. Selon votre ordi, il risque de pas aimer. Ça, voilà, moi j'en suis à... Il prend plus les valeurs en direct. Je le mets assez faible parce qu'on les a déjà attaqués, les étoiles. Et ça, pareil, genre 30%. Faisons 30 direct. Et un petit preview. Alors là, le activer, désactiver preview, il est vachement plus long. C'est un peu logique. On se fait un petit zoom sur la zone qui va nous intéresser. Ici même, il retraite. Voilà, donc là on a avec et sans. C'est succinct, mais ça fait son petit effet. Et on va
peut-être lui mettre 35. S'il veut bien. Réfléchis. Voilà, moi ça me plaît bien. Donc, je mets. Voilà, ce fut laborieux, mais c'est fait. Un petit blurx final. Hop. On va aller dans Script, dans Utilities, et Dark Structure, qu'on va mettre à 30. C'est largement suffisant. On va déjà voir ce que ça fait à 30. Là, ça va nous faire sortir toutes les structures noires, contrastées, assez facilement. Avant, après, avant, après. Ce qui sur l'ensemble joue quand même. Voilà, bon, on pourrait aller encore plus loin avec une couche de luminance, etc., etc., mais là, on va s'en passer. Un truc qu'on peut quand même ajouter, toujours dans Process, on trouve Local Histogram, et hop. Alors souvent, moi je tourne autour des 200 et quelques ici. J'ai remarqué que c'était ce qui marchait à peu près. On va le faire assez léger, d'office il est sur 1, on va descendre tout ça. Et avec un petit preview, on voit que ça sort des contrastes. Et on applique. Et puis là, je crois qu'on est bon, hein. Je vous ai assez tenu là longtemps. Je vais essayer de vous monter tout ça. Et puis voilà, vous m'aurez fait faire un premier tuto. C'est encore un petit peu fadasse quand même. Je vais sur l'ensemble, je vais pas chercher. Je vais remettre un petit peu de saturation. Et on va essayer de pas trop abuser quand même. On est bien pour Pink's Insight avec cette image. Donc, que faire maintenant? Enlever le masque, file, et on va sauvegarder ça une fois en format PIX, c'est-à-dire ceci. En full tout, comme ça si on veut revenir dessus, on peut, et on va l'enregistrer une fois en TIFF. Et voilà, et UPR en 16 bits, c'est la seule chose qu'on change.